merci à ceux qui sont restés et à qui il reste peut-être encore un peu de capacité attentionnelle. Donc je suis Benjamin Gouache, je suis le médecin responsable du C3R, donc le centre référent de Grenoble. Et je suis Laure Fabré-Guillon, psychologue clinicienne au C3R. Et donc on voulait vous parler de ce qu'on a développé en termes de parcours de réhabilitation dans le cadre du trouble borderline à Grenoble. Simplement quelques rappels en termes de chiffres que vous connaissez plus ou moins, simplement pour rappeler que le trouble borderline c'est quand même un trouble très fréquent, ça va de 2 à 6% de la population générale suivant les études, et puis a priori dans les services ambulatoires ça représente environ 10% des personnes qui consultent, 20% en service d'hospitalisation. La fréquence est le même dans à peu près à tous les âges, avec des différences au niveau clinique, mais la fréquence est la même, chez les hommes et chez les femmes, même s'il y a également quelques petites différences. Et puis ça représente 13% des proches des personnes qui fréquentent une association qui est l'équivalente de l'UNAFAM pour le Québec. Donc en termes de constat, pour vous dire ce qui nous a poussé à développer un petit peu des choses plus spécifiques dans le cadre du trouble borderline, c'est pas étonnant étant donné cette épidémiologie qu'on a une forte demande. J'ai regardé très récemment la semaine dernière sur notre file active. Les patients qu'on suit à intenter en ce moment, c'est 14% des personnes suivies au C3R. Malgré tout, il y a peu, voire pas d'offre de soins très spécifiques pour ce trouble-là en France en tout cas, tant dans le public qu'en libéral. Et puis ce qu'on constate, c'est qu'il y a des demandes, surtout chez des personnes assez jeunes, donc c'est assez cohérent avec l'idée de la réhabilitation qui est quand même dans la prévention de l'installation du handicap psychique. Donc pour le coup, spontanément, c'est plutôt des demandes chez des personnes assez jeunes. Et de toute façon, à Origen en Australie, donc ils ont développé également un programme spécifique d'intervention précoce dans le cadre du trouble borderline. C'est Andrew Channen qui est un peu le spécialiste de la question. Le programme s'appelle HYPE. Donc il y a des arguments à la fois pour à l'inverse de ce qui se faisait, avant au moins jusqu'au DSM-4 d'attendre l'âge adulte pour diagnostiquer et donc pour traiter. Donc il y a vraiment des arguments très solides pour diagnostiquer les adolescents maintenant, assez tôt, et pour développer évidemment ce qui va avec, de manière très précoce aussi, des actions de soins spécifiques. Et puis, je trouve que c'est le trouble borderline est quand même un petit peu le parent pauvre de la psychiatrie et également de la réhabilitation psychosociale. Alors, désolé pour le côté peut-être un petit peu provocateur, mais c'est un peu ce qu'on ressent. À la fois, il y a peu d'offres et beaucoup de demandes. Notamment avec Laure, on est intervenu récemment pour faire une présentation sur le trouble borderline lors d'un webinaire organisé par l'UNAFAM. C'était uniquement diffusé sur Grenoble. On a eu quand même 200 personnes et qui avaient relativement peu entendu parler du trouble borderline. Donc il y a une forte demande. Autre constat qu'on a fait au C3R, c'est pas étonnant, mais c'est lié notamment à des aspects psychopathologiques du trouble. On s'est rapidement et régulièrement heurté à des difficultés du côté des ruptures de soins, avec beaucoup d'abandon, beaucoup d'absentéisme, des programmations d'évaluation de réhabilitation qu'on devait annuler, reprogrammer, tout ça dû à ce qu'on connaît dans le trouble borderline, une forme d'instabilité qui est assez fréquente. Et puis d'autres problématiques plus cliniques ou organisationnelles suite au rendez-vous de préadmission médicale. La question du diagnostic différentiel qui se pose. Du côté du TDAH, c'est assez bien documenté maintenant. Et puis finalement, on se rend compte aussi que la question du diagnostic différentiel avec les TSA, sans déficience intellectuelle, particulièrement chez des jeunes femmes adultes, on la rencontre de plus en plus souvent. J'aurais même pu mettre avant la question du diagnostic différentiel, parfois le diagnostic qui paraît assez évident n'est encore pas toujours posé. Et puis, les choses peut-être évoluent un petit peu, le diagnostic est plus souvent posé, mais maintenant on a aussi des fois le diagnostic est posé alors qu'on semble être plutôt face à un TSA, notamment avec l'effet confusionnant d'une forte dysrégulation émotionnelle qui est transnosographique et qu'on trouve aussi chez les personnes ayant un TSA.
Euh, voilà, et puis finalement, un parcours de réhabilitation, particulièrement dans un trouble borderline, il faut peut-être se trouver au bon moment du parcours de la personne pour que la personne soit prête et soit notamment pas envahie par d'autres problématiques d'ordre social, parfois, ne serait-ce qu'en termes de voilà, d'avoir un toit sur la tête fixe, etc. Et puis d'avoir une période un petit peu de stabilité dans la priorisation de ces projets. J'ai mis quelques chiffres aussi autour de la stigmatisation, donc on a parlé de la stigmatisation déjà beaucoup. Certains auteurs considèrent que le trouble borderline est quasiment le diagnostic psychiatrique finalement le plus stigmatisé. Et en fait, c'est même une problématique plus chez les professionnels que dans le grand public, avec notamment une réticence à poser un diagnostic qui, cette réticence elle-même finalement favorise bien sûr cette stigmatisation et laisse une perte de chance pour les personnes pour un accès à des soins spécifiques. Et c'est la raison qui fait que les jeunes, se sentant stigmatisés, et ce trouble étant stigmatisé, ne vont pas chercher de soins. Il y a une étude qui montre que l'étiquette borderline suscite des croyances et des émotions négatives particulières chez les infirmiers en psychiatrie en ce qui concerne la sympathie, le rejet ou l'optimisme. Et probablement que ça s'explique assez facilement face à une espèce de sentiment d'impuissance et puis des croyances infondées sur la stabilité, le caractère contrôlable des comportements, des causes du comportement et également sur la dangerosité de ces personnes. Souvent, on rencontre effectivement des personnes qui ont un trouble borderline pour lesquelles c'est difficile d'avoir de l'espoir tellement ils sont dans des répétitions, notamment de gestes auto-agressifs, et ça met les soignants qui sont les premiers. C'est pour ça que cette étude s'intéresse aux infirmiers en particulier. C'est ceux qui sont les plus directement confrontés à tout ça. Ça les met face à ce sentiment d'impuissance, et puis souvent quand ils savent qu'un borderline va arriver, ça suscite un petit peu de rejet. Oui, donc l'impuissance, j'en ai parlé, ou la frustration ou sentiment d'incompétence face à tous ces comportements les plus impressionnants, avec parfois donc cette idée erronée que il pourrait faire un effort entre guillemets pour se contrôler un petit peu, alors que la première plainte de ces personnes-là, c'est justement de ne pas réussir à se contrôler en fait, sentiment de ne pas être au contrôle. Et puis finalement, dans la population générale, le terme borderline n'est pas tellement diagnostiqué, peut-être tout simplement parce qu'en fait, il n'est pas très connu ou il n'est pas très relié à finalement ce que ça correspond pour nous, pour les psychiatres. Et puis, je vais pas développer. Dès qu'il y a de la stigmatisation, il peut y avoir de l'autostigmatisation avec tout ce qu'a expliqué Julien, notamment ce matin. Et finalement, chez Origen, la recommandation, c'est que plutôt que d'éviter de poser le diagnostic de borderline, qui peut paradoxalement perpétuer le stigma, il faudrait plutôt ça paraît évident, mais plutôt améliorer la compréhension de ce trouble chez les cliniciens. Ils ont fait des études où ils forment pendant 2 jours seulement des équipes de soins ou à de l'acte ou à de la TCD, et ça améliore nettement les attitudes des soignants, et y compris lors d'un suivi à 6 mois notamment. Du coup, partant de tous ces constats, on a voulu un petit peu plus spécifier l'accueil et le parcours des personnes ayant un trouble borderline au C3R, donc avec cet accueil spécifique. Et puis, étant donné ces difficultés dans les parcours, on a mis en place notamment une sorte de sas, entre guillemets, entre le rendez-vous de préadmission médicale et le parcours d'évaluation classique, avec l'évaluation des besoins, le bilan neuropsychologique, les évaluations psychométriques, etc. On a mis donc en place cette évaluation psychologique sur la base de l'entretien motivationnel en particulier, mais pas que, avec 2 à 4 entretiens pour ces personnes. Et quand on leur explique que ce traitement entre guillemets à part, je leur explique évidemment dès le rendez-vous de préadmission que il va y avoir ce parcours un petit peu spécifique. C'est très bien accueilli pour les personnes, et notamment c'est même quelque chose qui les rassure, parce que quand on parle d'instabilité, de difficulté à identifier ses motivations, à la maintenir dans le temps, pour le coup c'est pas du tout stigmatisant pour eux. Au contraire, ils se sentent plutôt compris et ils sont rassurés qu'on les comprenne sous cet angle-là, et qu'on ait mis en place des choses un petit peu spécifiques. Autre chose qu'on cherche également à améliorer, c'est de s'assurer de ne pas être seul dans la boucle, et notamment d'avoir une équipe de soins solide du côté de la psychiatrie générale, notamment pour gérer les moments de crise, les moments aigus qu'on peut pas trop faire en réhabilitation.
Et autre question qui est encore en questionnement, c'est la question du contrat. Il y a beaucoup d'équipes de soins spécialisées dans le trouble borderline qui font des contrats de soins systématiques. Pour l'instant, on est encore en train d'hésiter un petit peu si on va le mettre en place et si oui, sous quelle forme. Voilà où on en est un petit peu de nos réflexions. Pour ajouter sur le couplage du C3R et des soins extérieurs, une grande aussi demande de nos usagers présentant un trouble borderline, c'était aussi la question des psychothérapies en individuel, et on se retrouvait un petit peu gêné, enfin dans l'impossibilité en fait de répondre à cette demande et de proposer une psychothérapie à tous ces usagers. Donc du coup, l'idée c'était quand même de pouvoir proposer des soins spécifiques, tout en continuant à finalement proposer des orientations vers l'extérieur, et notamment pour la psychothérapie. Du coup, comment quand même proposer des soins spécifiques? Eh bien, je le présenterai juste après, mais du coup, on a proposé plutôt des interventions groupales. Cela dit quand même, intervention groupale, il y en avait déjà au C3R, et ce qu'on se rendait compte, c'est la question effectivement de la difficulté à rester engagé dans le soin. Un des premiers signes, une des caractéristiques du trouble, c'est quand même l'instabilité à différents niveaux, et du coup on le retrouvait nous dans les difficultés d'engagement, de difficultés aussi à pérenniser l'adhésion aux soins. Du coup dans cet moment d'évaluation psychologique, on a essayé effectivement de reprendre un petit peu d'une manière effectivement psychoéducative, mais quand même très inspirée de l'entretien motivationnel, où la personne se situe par rapport à sa symptomatologie, qu'est-ce qu'elle connaît de son trouble, quel est l'impact fonctionnel, comment elle vit finalement au quotidien ces difficultés liées à son trouble de personnalité. On a essayé aussi de faire la part des choses sur comment chaque personne vivait ces moments de crise. Alors on parlera effectivement de difficultés de dysrégulation émotionnelle, de tolérance à la détresse, qui emmènent beaucoup de comportements autodommageables. Et du coup, l'idée, c'était aussi de voir comment finalement les usagers pouvaient développer des motivations pour pouvoir développer des compétences pour faire face. Ça, c'est un grand temps aussi du coup de cette évaluation. La capacité à pouvoir rester engagé dans les soins, donc là pareil, essayer de faire émerger la motivation, et la motivation dans le temps. C'était surtout ça notre pari de notre point de vue, avec effectivement un point sur où la personne se situe par rapport à son rétablissement, qu'est-ce qu'elle perçoit comme étant facteur de son rétablissement, dans quelle mesure elle se sent aussi dans une capacité de pouvoir agir par rapport à cela. Voilà quelques questions qu'on peut poser à un moment donné. À quoi vous pensez que le C3R, le suivi que nous pourrions vous proposer au C3R pourrait avoir été utile pour vous? Qu'est-ce que vous feriez davantage de nouveau? On a aussi une perspective de thérapie d'acceptation et d'engagement dans notre service, donc ce qui nous aide aussi dans la manière dont on va accueillir le patient et l'aider à mobiliser notamment ses valeurs. Combien de pourcentage êtes-vous prêt à mettre en place des actions concrètes dès demain? Donc on essaye vraiment de concrétiser, parce que la plupart de nos patients, effectivement, et indépendamment du trouble de personnalité borderline, ils veulent aller mieux, ils veulent se sentir mieux. Mais l'idée, c'est de manière vraiment concrète, comment ça peut se matérialiser pour eux. Donc voilà, il y a tout ce travail d'entretien motivationnel au préalable, avant même d'entrer du coup dans un parcours de réhabilitation psychosociale. Ce qu'on a fait aussi, une fois que la personne rentre dans le parcours du coup du C3R, on leur propose un parcours spécifique, et notamment en s'inspirant des travaux de Linehan, et on propose du coup différents modules. Alors certains sont optionnels, d'autres on encourage vivement les patients à pouvoir participer à ces groupes-là. Donc on va tenter de développer des compétences chez le patient de pleine présence, de régulation émotionnelle, de tolérance à la détresse. Voilà un des modules optionnels notamment, parce que tous n'ont pas des comportements autodommageables. Et aussi de développer des compétences pour améliorer ses relations interpersonnelles. Il y a évidemment un peu de psychoéducation, d'une manière assez succincte, il s'agit de 3 séances, et le module d'entraînement métacognitif de Moritz, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, qui a été adapté par Moritz et l'équipe de Moritz du coup dans le trouble borderline, qu'on propose aussi, alors tantôt en individuel, tantôt de façon groupale, cela dépend effectivement du nombre d'indications qu'on a aussi à intenter. Ça fait du coup depuis septembre dernier, je crois qu'on fonctionne, août dernier qu'on fonctionne comme ça, qu'on a à la fois un peu de recul et à la fois pas encore complètement. Ce qu'on se rend compte, c'est à quel point c'est utile et
est indispensable de travailler en articulation avec la psychiatrie générale pour les raisons qu'exposait tout à l'heure Benjamin. On voit aussi que cette évaluation plus spécifique pour ces patients est nécessaire vraiment pour mettre en évidence les besoins de réhab et a un effet, à ce jour, avec le petit recul qu'on a, intéressant au niveau de l'engagement dans les soins. Par rapport à cette idée de pertinence entre le contenu qu'on propose dans nos ateliers et le besoin perçu par les usagers, ça c'est leur retour, à quel point ils ont le sentiment finalement que quand on pointe cette idée de régulation émotionnelle et de développer ces compétences-là, ça a vraiment un écho par rapport à ce qu'ils peuvent vivre au quotidien et les difficultés qu'ils rencontrent. Et puis on a aussi comme projet à l'automne 2021 de développer une approche pour les familles qui s'appelle Connexion familiale. Donc là, une partie de l'équipe est formée, une autre en cours de formation pour mettre en place cet accompagnement des familles. Donc Connexion familiale, c'est un groupe qui est très intéressant puisqu'il est proposé avec un groupe mixte de proches et de soignants qui sont confrontés au même public, pas du même point de vue évidemment, mais aux mêmes difficultés. Et ça forme sur les mêmes compétences un petit peu TCD. Donc à la fois des proches et des professionnels et des soignants. Donc c'est vraiment très déstigmatisant, très horizontal, très orienté rétablissement comme manière de faire. Et on a hâte de commencer ça. Et effectivement, c'est peut-être ce qui nous manque encore, à part le programme Bref qui est pas mal utilisé pour les proches de personnes ayant un trouble borderline, mais d'avoir vraiment un groupe structuré aussi pour les familles dans ce cadre diagnostic-là, parce que c'est vraiment une maladie où le fardeau familial est particulièrement important. Donc voilà, et juste pour terminer, donc j'ai parlé de Chanen, là, il a publié une étude où il compare un programme qui s'appelle STEPS, que je connais pas vraiment, hein, mais qui est aussi validé dans les TCD, versus lui son programme un petit peu complet qui associe une approche familiale, le case management, etc. Donc tout ce qu'on trouve en réhabilitation. Et évidemment le deuxième bras là avec le programme complet intégratif donne des résultats bien meilleurs. Et lui il le fait du côté de l'intervention précoce. Il parle pas forcément en termes de réhabilitation psychosociale, mais ça se rejoint. Et puis on sait qu'il y a des ponts évidents entre les deux notions. Donc voilà pour notre petite intervention. Merci. On va passer à la conclusion. On peut prendre deux ou trois minutes pour discuter, si vous avez des questions par rapport à la mise en place de ce nouveau parcours. Est-ce qu'il y a d'autres centres en France, parmi ceux qui sont encore ici, toute cette expérience, qui en fassent quelque chose? On fait le même constat, c'est quelque chose que j'essaie de mettre en place sur le centre de gauche, pas du côté du centre de référent de validation psychosociale, mais du côté du secteur, quoi. Des psychologues formés TCD, des psychiatres. Après, tout reste à construire pour l'instant, donc c'est intéressant ce que vous avez proposé là. Et oui, c'est un besoin clinique, sinon c'est des patients et des patientes pour la plupart qui sont rejetés. L'idéal, c'est vrai que ça devrait être fait dans le secteur et et pas que ça revienne forcément au centre de réhabilitation, mais bon. Après, ça fait partie des missions qui est d'effort, donc c'est bien de le faire. Pour les cas les plus sévères, de toute façon, ce sera quand même là, et pour les soins les plus spécifiques, ce sera quand même là. Après, il faut qu'on arrive à transférer au secteur. Délégué, quoi. C'est ça. Oui, il y a une réaction, c'est pas où. Je peux poser une question? Max, vas-y, La première question, c'est bravo pour votre présentation et pour votre travail. Combien de patients est-ce que vous avez vu dans le cadre de ce programme? Est-ce que vous l'avez testé? C'est-à-dire, est-ce que… Ça dépend des modules, je crois. Ouais, alors ça dépend des modules. Je dirais qu'il y a pas tout à fait 20 patients qui ont bénéficié de ces modules-là depuis septembre. Pour ce qui est par contre de toute cette évaluation de préadmission, ils sont un peu plus nombreux parce que pour le coup, tous ne sont pas finalement rentrés en réhabilitation. Question de temporalité, de priorité du moment. Mais à ce jour, on a une vingtaine de patients qui ont bénéficié de ces modules. Et quelle est l'observance? Elle est bien plus. J'ai pas les chiffres en tête. Parce qu'on a un tout petit échantillon là, mais bien plus que ce qu'on a pu observer dans les autres groupes qui n'étaient pas spécifiques. Là, finalement, sur des groupes de 8, on a parfois un abandon, mais c'est bien plus rare finalement que ce qu'on observait avant. Donc, ça veut dire c'était plutôt versant dépressif ou ils étaient sur quel versant quand vous les avez vus?
Ceux qui venaient du coup en préadmission ou ceux qu'on voit dans les groupes? En les deux. préadmission, pas forcément, c'était plutôt c'est pas forcément sur le plan de l'humeur, il y avait une grande instabilité émotionnelle, une dysrégulation émotionnelle, ce qui faisait que finalement les priorités étaient toujours re-questionnées. Un coup c'était le soin, un coup c'était de déménager, un coup c'était de travailler sur les relations, je sais pas moi, sentimentales. Enfin, il y avait beaucoup de variétés de priorités, ce qui fait que du coup ils n'arrivaient pas à s'engager dans les soins. C'est surtout ça qu'on a observé. Pour ceux qui ne sont finalement pas rentrés dans notre service. Et là, il n'y avait pas de troubles de personnalité associés? Si, alors certains forcément ont des troubles complexes de la personnalité. Le plus souvent, c'est au moins des traits évitants ou dépendants qu'on rencontre, hein, bien sûr. D'accord. En tout cas, bravo, c'est bien. Merci. Il y avait une question en ligne. Comment vous définissez la dysrégulation émotionnelle? Alors la dysrégulation émotionnelle, pour faire rapide, c'est effectivement quelqu'un qui vit des émotions qui s'activent de manière très rapide, très intense et qui observe un lent retour à la normale finalement de son état émotionnel. Donc à la fois il y a ces trois petites variables, l'intensité, le retour à la normale et la rapidité avec laquelle l'émotion s'active. Merci.